Bonsoir, bonsoir tout le monde, merci d'être là, bienvenue chez Tapage, bienvenue ici. Je m'appelle Laura et ce soir je suis en compagnie, en très belle compagnie de Catherine Pancol et d'Anne Boudard. Donc bienvenue et merci d'être là. Merci beaucoup. Ce soir, ensemble, on va parler d'amitié à partir de ce roman, donc, qui a été écrit par Catherine et illustré par Anne. Pourquoi ce rire? Parce que ça rappelle de bons moments. On retrouve notre complicité. Exactement, ça rappelle des très bons moments. Ah bah c'est joli, ça fait plaisir de voir ça en direct. C'est vrai. Tous les souvenirs vont revenir, ça. C'est génial, on va beaucoup parler de souvenirs ce soir. Donc ce livre, il est autobiographique. Oui, complètement. Pour vous raconter l'histoire, en fait, je vais tout simplement vous lire le début, parce que je pense que ça va tout de suite parler. Alors, notre première rencontre s'est passée à Orly. J'avais 20 ans, je fuyais un amant possessif, ombrageux, difficile. J'avais acheté un billet charter pour Mexico, une offre exceptionnelle à un prix défiant toute concurrence. Au moment d'embarquer, panique. Je suis folle de partir là-bas, je ne connais personne, je bredouille l'espagnol et ne roule pas sur les pesos. J'attrape mon sac, me lève, cherche la sortie, quand mon regard tombe sur une fille, assise bien droite, dont la tête dépasse celle des voyageurs tassés sur la banquette. Des yeux très verts, une salopette bleue de pompiste brésilien, une large ceinture à paillettes rouges, des sandales compensées, des chaussettes multicolores. Elle repasse ses cheveux, de longs cheveux roux au burn ondulés. Une main empoigne le fer, un vrai, fer à repasser. L'autre... Pardon. Non, C'est l'émotion. c'est l'émotion. L'autre maintient les cheveux bien à plat, les gens la dévisagent. Elle s'en fiche et finit d'aplatir ses racines. Puis elle débranche le fer, le range dans un énorme sac à ses pieds, tire ses cheveux en arrière et sort un gros chouchou en strass rouge. Un tour, 2 tours, 3 tours. Elle lisse son crâne, satisfaite, extirpe un livre de son sac, Anna Karénine, et s'y plonge. Je veux connaître cette fille. Je ne sais pas où elle va m'entraîner, mais j'ai envie d'y aller. Je pars pour Mexico. Ça commence Ça a fort. commencé comme ça. Alors je vais maintenant attraper un autre livre qui est mon carnet de questions. Mhm. Et du coup, j'aimerais en savoir un peu plus sur cette rencontre, cette vraie Mais rencontre. c'est comme ça s'est passé exactement comme ça. J'avais pris un billet d'avion pour partir au Mexique, sur un coup de tête. Et puis, je suis arrivée à Orly et tout d'un coup, je me suis dit, non mais ça va pas du tout, je ne parle pas espagnol, j'ai pas un rond. Tout ça pour un mec qui me poursuivait d'une manière un peu possessive et, disons, légèrement violente. Mais je me suis dit, non, il faut mieux aller à Nice, quoi. C'est plus simple. Et puis, j'étais sur le point de reprendre mon gros sac. J'avais un gros sac, d'ailleurs, on se trimballait, il n'y avait pas de roulette encore. Et tout d'un coup, j'aperçois cette fille qui se repassait les cheveux avec un fer à repasser. Et s'il y a un truc qui me caractérise, c'est la curiosité. C'est-à-dire que je me suis dit, mais qui peut être dans un aéroport en train de se repasser les cheveux? C'est forcément quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, c'est quelqu'un qui ressemble à personne. Et moi, dès qu'on me dit c'est quelqu'un qui ressemble à personne, je vais voir tout de suite. Mais vraiment, j'ai pas peur. Et donc, je suis allée la voir. Pouf, j'ai pas eu le temps de parler. On a embarqué. Évidemment, moi, j'étais en classe économique avec mon billet. Et puis elle, quand l'avion a décollé de ça, j'ai commencé à regarder est-ce qu'elle est là ou pas. Et elle était en business class. En fait, elle n'avait pas un rond du tout, mais elle jouait au gin. Et elle jouait ses billets d'avion au gin. Avec un texan que Anne a très très bien dessiné. D'être huileux, gras, avec des bagues à tous les doigts, des lunettes de soleil, on était dans l'avion. Un texan. Et elle lui a piqué, je crois, $1500. Elle s'est payé son billet d'avion. Et à partir de ce moment-là, on a parlé moi, j'étais fascinée. J'étais au cinéma. Moi, je me disais, mais qui est cette fille? Et mes amitiés féminines, moi, ça a souvent été ça. Je suis fascinée. Je me dis, mais j'ai l'impression qu'elle est sur écran et que moi, je suis dans la salle avec un paquet de popcorn. Vous voyez, je la regarde dans le logement. Et voilà. Puis après, on est arrivé à Mexico et ça a commencé. Et ça n'a pas arrêté. On a fait tout ce que je raconte est vrai, c'est vraiment arrivé, quoi. C'est assez exceptionnel d'ailleurs, je vous conseille vraiment de lire ce livre parce qu'on ne s'attend pas à ça quand on commence ce livre. On voit une amitié un petit peu loufoque qui naît instantanément entre deux jeunes femmes parce qu'on était en quelle année? En 74, j'avais 20 ans. Et voilà, ouais. Et puis alors vraiment... Je commençais à Paris Match, je venais juste d'être... Je venais juste d'être engagée sur un malentendu à Paris Match, mais
Je suis restée. Et on m'a dit, si tu veux prendre un mois de vacances, c'est maintenant, parce qu'après, c'est terminé, tu n'en prendras plus jamais. Après, c'est au boulot. Voilà, et donc, et puis là-dessus, bon, il y a eu cette légère algarade avec mon fiancé possessif. Et je me suis dit, bon, mais je vais partir, et je suis partie au Mexique. C'est vraiment, c'est une très très belle histoire. Et pourquoi avoir écrit ce livre maintenant, donc des années C'est à cause du confinement. C'est parce que donc, alors cette fille qui se repassait les cheveux dans un aéroport, qui s'appelle donc Eugène. Elle s'appelle toujours Eugène. Elle avait pris, alors elle était très très en avance sur son temps. C'est-à-dire qu'elle était déjà, elle avait un côté très quand même masculin parce qu'elle avait peur de rien. Le livre le montre bien. Elle est dupe de rien, peur de rien. Et elle avait un côté très féminin parce qu'elle était 1m80, très très mince, des longs cheveux, des yeux verts. Des talons. Les talons. Elle était déjà, et puis elle avait une manière de s'habiller qui était déjà complètement déconcertante. Tout ça, vous voyez, c'était il y a longtemps quand même. Et donc, elle trouvait qu'Eugène, ça lui allait bien. Et donc, elle s'était baptisée Eugène et tout le monde l'appelait Eugène. Et j'avais oublié la question. Donc du coup, comment ce récit, comment ces souvenirs se oui, et donc Eugène, elle a une autre particularité, c'est que là déjà on a voyagé au Mexique ensemble, puis après je ne vais pas raconter la suite, mais après il y a eu des suites quand même. Et elle a un besoin de voyager incroyable. Et alors, pendant le confinement, elle s'est retrouvée coincée à Deauville. Oh. Et moi j'étais coincée à Fécamp, ce qui était quand même pas très loin. Et c'était quelqu'un dont j'avais des nouvelles rarement parce qu'elle voyage tout le temps, tout le temps. Elle a fait les rizières en Chine, elle est allée en Laponie en raquette, elle a habité un moment dans le désert près de Santa Fe. Et donc j'avais des nouvelles. De temps en temps, elle m'appelait, je disais, tu es où? Moi, ça commençait toujours comme ça. Tu es où? Je me disais, je suis, je sais pas, alors à New York. Et puis elle faisait toutes les villes, avant que ce soit la grande mode, elle connaissait déjà New York par cœur. Et puis voilà, et quand je lui ai dit, tu es où? Elle m'a dit, à Deauville. Et là, on ne pouvait rien faire pendant le confinement, on ne pouvait rien faire. Donc on a commencé à s'appeler, et on s'appelait, et on a commencé à dire, mais tu te rappelles? Ça a commencé comme ça. Comme c'était bien. Comme c'était fou, quoi. Comme on ne pourrait plus jamais faire ça aujourd'hui. Parce que c'était dingue. Moi, j'ai quand même fait du ski nautique au milieu des requins, je ne savais pas que c'était des requins. Alors pas une photo, mais on a une preuve en dessin. Oui, on a une preuve en dessin, oui. Alors, si je la retrouve, cette preuve, ah oui, elle est là. Alors, je ne sais pas si on verra bien à la caméra, mais voilà la preuve en dessin. C'est un petit peu loin, mais voilà. Donc, vraiment, on voit une jeune femme blonde en train de ski nautiquer au milieu des requins. Et je pensais que c'était des algues. Ah oui, mais oui. Pendant que Jeanne était sur le bateau, en train de faire des grands cris, en train de dire attention. Voilà, et c'était que des trucs comme ça. C'était sans arrêt. Ouais. Et Anne, comment ça s'est passé votre rencontre avec cette histoire, avec Eugène, avec l'histoire avec Catherine? Eh ben, c'est grâce à Catherine en fait qui a fait appel à moi pour illustrer ses souvenirs. Parce que je regardais ses dessins sur Insta. Tout vient d'Instagram en fait. Hein? Tout vient d'Instagram. Oui, c'est vrai que sur ce projet, c'est vrai. Et j'adorais ses dessins. Je trouve c'est un concentré de vie, de couleurs, de bonne humeur. Et en même temps, elle peut montrer quelqu'un qui pleure. Il y a un dessin qu'elle a fait à la fin, je ne vais pas raconter la fin, mais il y a un dessin où l'émotion est plus difficile. Voilà, c'est intéressant de savoir comment. Je ne sais pas si je peux le montrer. Ah oui, moi je pensais à un autre, mais moi celui-ci m'a beaucoup touchée. Oui, c'est ça. Et je trouve qu'Anne, elle a un mélange d'émotions, d'humour. En même temps, donc, en voyant ces dessins sur Insta, j'en ai parlé à une amie commune, Sarah. Oui. J'ai parlé à Sarah et elle m'a dit, mais je la connais très bien. Et puis, Sylvie nous avait branché sur elle et tout. Et donc, ce qui fait que le monde est petit. Hein. Et donc, quand j'ai eu cette idée avec Eugène de raconter, moi, je pensais faire parce que c'est un roman rigolo, ça. C'est un roman. Et puis, finalement, en parlant. Oui, alors en plus, je l'ai appelée, elle était à La Haye. Oui, à l'époque au Pays-Bas. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez être après-demain en Normandie? Elle m'a dit, pas de problème, j'arrive. Quand Catherine Pancol appelle, au début, moi je croyais que c'était une blague. Allô, bonjour, c'est Catherine Pancol. C'est-à-dire
Et puis non, c'était vraiment Catherine Pancol. Vous voyez déjà une fille que vous pouvez appeler et vous lui dites est-ce que vous pouvez venir, j'aimerais bien travailler avec vous, est-ce que vous pouvez venir dans un jour et demi quoi. Elle est à La Haye. Oui. C'était entre 2 confinements, donc on ne savait pas si on pouvait encore... elle a dit j'arrive demain. Un peu votre genre de personne finalement. Eh ben, exactement. C'était un voyez, sorte comme de coup de quoi, foudre c'est pas aussi, seulement une bulle rigolote, c'est un comportement dans la vie. Quand je suis arrivée ici, les gens ont dit, et l'important ici, c'est la curiosité. Oui. Mais je crois que la curiosité, c'est principal dans la vie. C'est vraiment... si vous n'allez pas au-devant de la vie, ben, vous restez derrière votre guichet toute la vie. Hein. Et du coup, au-delà de la curiosité, qu'est-ce qui vous a plu dans cette rencontre? Moi déjà, j'étais enchantée de travailler avec Catherine parce que c'est vrai qu'on s'est tout de suite très bien entendu. Il y a un duo qui fonctionne où on comprend exactement ce que l'une souhaite sans forcément passer par 1000 phrases. Donc c'est déjà hyper agréable. En plus, très honorée évidemment d'illustrer la plume de Catherine qui est tellement vive, qui est passionnante et puis surtout en plus sur ses souvenirs qui moi, que je découvrais avec des étoiles dans les yeux. C'était quand même une époque dingue, comme tu dis, qui est terminée, qui avait aussi ses mauvais côtés, mais qui avait... Oui, qui avait ses mauvais côtés. En tout cas, pour moi, en tant qu'illustratrice, en plus au Mexique, puis ensuite Paris-Saint-Tropez, j'avais déjà tellement d'images dans la tête, de couleurs, c'était un rêve, quoi. Et justement, au-delà du Mexique, comment est-ce qu'on dessine des personnes, des personnages qui sont racontés comme ça? Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Le truc le plus difficile, c'était que, parce qu'elle a dû rester quoi, 1 semaine, 10 jours, le temps quelque chose comme ça. Qu'on cale. Vous voyez, on a fait un scénario quand même. Il faut raconter comment on a travaillé. On a fait un chemin de fer. Un chemin de fer, un scénario découpé, un storyboard. Oui, on a découpé l'histoire comme ça. Et ça, c'était assez... il fallait vraiment pas... Il faut se concentrer, il fallait pas... Parce que c'est comment raconter une histoire avec des cases au lieu de raconter une histoire avec des mots. Ouais. Et on a fait l'histoire comme ça. Puis après, elle est repartie, puisque reconfinement, je ne sais pas trop quoi. Et puis, en fait... on a beaucoup travaillé ensuite par téléphone. Et moi, je lui racontais, et je lui disais, voilà, je la vois comme ça, comme ça. Ouais. Et puis, elle a eu un truc génial, elle est rentrée dans ma tête. On n'a pas tellement épilogué, on n'a pas... Mais c'était pour ça aussi, d'où ma question, parce que vraiment, quand on lit et quand on a les illustrations à côté, on a vraiment l'impression que... qu'elle était dans ma tête. Voilà, le dessin ne trahit pas du tout l'histoire. On peut avoir parfois cette appréhension de voir un petit peu ce qu'on a en tête dessiné, sauf qu'en fait, on a l'impression vraiment que tout est transposé tel quel. C'est-à-dire les images, les odeurs, les couleurs, les réactions aussi des 2 jeunes femmes ensemble. Parce qu'on l'a fait très vite. Hein. On a travaillé intensément. Puis il y avait aussi, je pense, une urgence à ce que les souvenirs ne s'envolent pas. Il fallait rester peut-être aussi, toi, dans les images, les odeurs, les couleurs. Parce que moi, je suis partie loin en arrière. Hein, parce que tout d'un coup... Alors, ce qui était bien, c'est qu'avec Eugène, on se recalait nos souvenirs. On n'avait pas du tout les mêmes souvenirs. On n'avait pas du tout les mêmes souvenirs. Moi, je me souvenais de trucs très précis. Et elle me disait, mais non, c'était... Mais si, ça s'est bien passé comme ça. Et elle me racontait d'autres trucs. Et je disais, on a vécu ça. Mais si, je te jure. Donc, on était à 3, en fait, sur ce truc-là. Parce qu'il y avait les souvenirs qui me permettaient, moi, de mettre ça en histoire. Ouais. Après, hop, je balançais l'histoire. Parce que je balançais les textes aussi. Bah oui, forcément. J'envoyais les textes et puis elle me renvoyait les dessins. Des propositions. Puis alors, il y a eu un dessin, celui où on a eu le plus de mal, c'est le soleil couchant quand ils sont dans la voiture de Pépé. Exact. Quand ils partent dans la ferme. Et celui-là, celui-là, on a eu beaucoup de mal. Parce qu'il fallait faire le soleil, les arbres, et puis la gabane. Qui vadrouiller et vriller un peu partout. Je voulais surtout pas trahir les souvenirs de Catherine parce qu'il n'était pas question de me tromper sur des détails vestimentaires ou les voitures. Et comment on choisit les morceaux à illustrer? Comment on choisit pose quelle question? C'est vrai. Et bien en fait, alors l'avantage c'est que Catherine, toi tu corrige-moi si je me trompe, mais tu me laissais une grande liberté. Tu m'as jamais dit fais ça absolument. Donc pour moi c'était agréable parce que j'avais vraiment, comme n'importe quel lecteur, des images qui me venaient dans la tête, puis certaines qui restaient plus que d'autres, donc je partais là-dessus. Et en revanche, toi tu étais évidemment là tout le temps pour m'aider, pour m'aiguiller, pour me donner ton avis. Donc c'était
c'était hyper agréable parce qu'à la fois j'étais libre et en même temps j'étais très 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 bien épaulée par Catherine. C'est-à-dire que quand j'écris, moi, j'écris avec des détails. Avec des odeurs, des couleurs, des goûts, des saveurs, des sons. Ouais. Donc moi déjà quand j'écris, j'ai des dessins dans la tête. Donc on parlait un peu le même langage. Donc c'était pas... Oui, j'avais l'impression qu'elle était dans ma tête et que j'étais dans la sienne. Donc ce qui a été le plus dur, je pense, c'est que c'était le rythme. Parce qu'on a fait ça, de toute façon on n'avait rien d'autre à faire. Hein, mais on a fait, parce que toi tu avais un autre projet en plus. Oui, alors c'est vrai que moi heureusement, j'avais d'autres projets à côté. Je dessinais ma BD en parallèle, donc c'était très intense. Mais en même temps, c'est vrai que travailler sur Jeanne et moi, c'était aussi une respiration intense, mais très très bénéfique parce que enfin voilà, l'histoire elle est passionnante. Je me délectais quand on est coincé aussi. Oui, il y avait ça aussi, je pense. Le fait d'être coincé, c'est devenu insupportable. Et c'est pas un hasard si cette histoire-là est arrivée. Et puis c'est vrai que j'avais les textes un petit peu au fur et à mesure, donc j'avais vachement envie de savoir aussi, forcément. Moi aussi, je voulais suivre Jeanne, savoir qui elle était, d'où elle venait, jusqu'où elle allait emmener Catherine, et inversement. C'était génial. Oui, parce qu'il y a la partie mexicaine, qui est la première partie. Après, moi, je rentre à Paris, elle part. En me disant, alors, elle avait un truc, comme elle voyageait tout le temps, elle n'avait jamais de téléphone, il n'y avait pas de portable à l'époque. Alors, quand on s'est quitté au Mexique, je suis rentrée à Paris, parce que moi, je travaillais, donc je faisais mes débuts à Paris Match. Et donc, c'était important pour moi. Et je lui ai dit, mais comment on va faire pour se retrouver? Parce que moi, ça y est, j'étais mariée avec elle, quoi. J'avais trouvé mon modèle, l'âme sœur. Puis elle m'a beaucoup fait progresser. C'est aussi l'histoire ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est parce qu'elle avait 4 ans de plus que moi à peu près, et elle m'a fait progresser. Elle m'a permis d'être qui je rêvais d'être, mais je n'osais pas. Et ça, c'est un truc d'amitié féminine. Parce que comme elle avait déjà voyagé, elle avait déjà vécu 1000 vies à 24 ans, et moi Alors moi, j'avais pas mal bourlingué aussi. J'étais un peu cabossée déjà, mais pas internationalement quand même. Elle avait à côté en plus international. Donc elle avait peur nulle part. On a quand même fait du stop de gonzesse. On a fait le Mexique en stop avec un petit short en jean et un t-shirt. Et elle repérait les voitures, elle regardait s'il y avait des arbres dedans, de la coke, des machins, elle me disait non, elle ne remonte pas. Machin. Sans tout dire, il y a quelques moments où il y a des moments où on a eu peur. Mais quand on s'est quittés, tout d'un coup, moi je m'étais dit, j'ai trouvé un chemin avec cette fille. Et moi, très souvent, mes amitiés féminines, c'est comme ça. C'est-à-dire que. Ou alors, moi j'ai vécu par exemple avec un homme qui avait un côté très féminin et qui m'a beaucoup mise sur le chemin. Et donc, quand je l'ai quitté, je me suis dit, mais il va falloir que je fasse tout le boulot toute seule maintenant. Tout ce que j'ai fait avec Eugène normalement, parce qu'elle était là et qu'elle n'avait jamais peur, qu'elle disait, allez, on y va, n'aie pas peur, on fait ci, on fait ça. Et donc, quand je suis rentrée à Paris, et c'est là où j'ai pu affronter l'amant redoutable. Après quelques essais malheureux, je suis arrivée à parler. Mais, et puis j'ai continué donc à Match. Et donc j'ai dit, en quittant le Mexique, j'ai dit à Eugène, mais comment on va se retrouver? Elle me dit, on laisse faire le hasard. Je dis, mais le hasard, bon, on ne va jamais y arriver, tu vois, parce que bon. Eh ben, on s'est retrouvés. La deuxième partie, on se retrouve à Saint-Tropez. Et là, les situations s'inversent. Et puis après, après, je ne vais pas raconter. On ne peut pas tout dire, mais c'était aussi, c'est l'histoire d'une amitié féminine qui m'a décapsulée, voilà, qui m'a dit, et je pense que c'est ça aussi, la puissance de l'amitié féminine. Et la solidarité aussi, la sororité. La sororité, ce qui sont quand même des valeurs, parce qu'on se sent à l'abri. On sent, à moins qu'on tombe sur une grosse salope qui nous... Oui, ça peut arriver, mais... Quand l'amitié se passe bien... Voilà, quand l'amitié se passe bien, c'est un moteur incroyable. Parce qu'on a toujours des côtés de soi qu'on a envie d'exposer, mais on n'ose pas. Puis moi, j'avais quand même 20 ans, on est jeune à 20 ans. Et puis, quand on a quelqu'un en face qui dit « Vas-y, c'est formidable, mais tu peux le faire ». C'est comme quand on apprend à marcher, quand on commence à marcher. Et l'autorisation de quelqu'un qu'on admire, ça a quand même de l'importance. Et je pense que ça, c'est très, très important. Et surtout, quelqu'un qui vous regarde et qui vous dit « Vas-y ».
Et justement, on parlait de voyage, amitié, initiatique. On a beaucoup cette tendance en ce moment de voyager seul, apprendre à faire des choses seul, etc. Mais qu'est-ce que ça apporte de voyager avec une amie qu'on vient de rencontrer ou qu'on a depuis toujours? Ben moi, ça a changé ma vie. Je la vois toujours, hein, Eugène, par exemple. C'est quelqu'un qui est... et chaque fois, c'est imprévisible. Vous voyez, elle est toujours imprévisible. Mais je trouve... Moi, j'ai beaucoup voyagé seule parce que quand je faisais des reportages. Alors, on est seul, mais en même temps, on va voir des gens, les interviews. Très souvent, on est avec un photographe parce qu'il fait des... Donc, mais je trouve que c'est bien d'être à deux parce qu'on peut commenter après. On peut faire les sous-titres le soir. On peut dire, dis donc, on décode le soir. Ouais. Mais ça, c'est bien. Quand on est toute seule. Alors, quand on est toute seule, le truc, c'est qu'on lit plus de relations avec les gens locaux. Mais les deux sont bien. Mais moi, j'aime bien voyager à deux quand même. Bah ouais, c'est hyper intéressant. Puis on se nourrit des envies l'une de l'autre. Puis on ne voit pas les mêmes choses, c'est ça qui est fascinant. On n'a pas le même regard, ni forcément la même curiosité. Donc, c'est toujours enrichissant. On est plus courageuse à deux quand même. Complètement. Parce que pour faire du stop sur une sombre allée au fin fond du Mexique. On parle de courage, on parlait de sororité. Est-ce qu'il y a une différence, un lien entre amitié et sororité? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux choses? Peut-être que la sororité, c'est une amitié qu'on va développer avec des inconnus. Enfin, l'amitié, c'est des relations en général plutôt construites sur la durée ou sur beaucoup d'expériences. Et peut-être que la sororité, c'est un élan d'amitié qu'on peut avoir avec une autre femme qu'on ne connaît pas, mais avec qui on est lié par une expérience. Oui, et on est lié avec laquelle on est lié parce qu'on a les mêmes problèmes. C'est ça. Parce que les femmes, on a quand même, enfin c'est en train de changer heureusement parce que c'était très rigolo dans les années 70, 80, c'était très rigolo, mais pour les femmes c'était quand même, moi j'ai appris à courir très vite tout le temps, quoi, parce que les mecs ils essayaient de vous attraper comme des savonnettes, hein, c'était quand même, et cette espèce de violence qui était diffuse dans l'air et personne ne vous défendait, c'était absolument normal, vous voyez, c'était même rigolo. Ça, moi je trouve que c'était très pesant quand même, moi ça m'a beaucoup pesé. Et là, pour le coup, il n'y avait pas de solidarité féminine du tout. C'était un peu chacun pour soi. Alors, en plus, c'était le milieu du journalisme, comme un milieu, les gens sont très individualistes, je trouve. Et le milieu de l'écriture aussi, l'édition, c'est pareil. Mais ça a beaucoup changé. Et c'est vrai que la sororité, moi, j'ai tendance... j'ai un blog, j'ai une page Insta, Facebook, tout ça, mais je réponds surtout sur ma page de blog et sur mon Insta. Je ne peux pas tout faire, hein, c'est trop de boulot. Et chaque fois que j'ai quelqu'un de jeune qui m'écrit et qui me dit, voilà, je voudrais faire un stage, ou où j'ai écrit 3 pages, commencer, ça, et que c'est une fille, j'ai tendance à l'aider tout de suite. Ouais, je pense que c'est ça. C'est beau. Parce que je sais d'où elle vient. Je sais que ça va être quand même plus compliqué, bien que ça change énormément en ce moment. Hein. Je veux dire ça. Mais on n'est pas quand même. Mais on n'est pas encore arrivé à l'égalité. Et puis on est aussi un peu élevé toujours encore dans la compétition féminine. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui pourrit la vie. Et la sororité, c'est aussi ça, se libérer de la compète, de la jalousie, de l'envie, d'un regard plus dur sur soi parce qu'on observe les autres en permanence. Et c'est très joyeux quand même la sororité. C'est super enrichissant. C'est toujours plus sympa quand on est ensemble, curieuses l'une de l'autre. Et puis ça sauve des vies. En plus. Et justement, il y a un parallèle assez fort en sous-texte tout au long du roman entre l'amour entre une femme et un homme qui fait mal, qui est violente, qui aliène. Enfin, pas tout ça. Pas tous, non, dans le roman. Dans ce cas-là. Voilà, dans ces histoires-là. Et puis de l'autre côté, l'amitié qui, pour le coup, sauve, entraîne, fait grandir, etc. Oui, parce qu'il n'y a pas de sexe, quoi. Moi, j'ai pas eu de sexe avec Eugène, quoi. Et c'est quand même ça, le gros... C'est là où les problèmes commencent. C'est vrai. Enfin, moi, les amies féminines que j'ai depuis très longtemps, quand ça ne va pas, j'appelle et je dis ça ne va pas. Et pourquoi ça ne va pas? Et je peux dire même si ça ne va pas parce que c'est un truc nul. Ça ne va pas parce que j'ai les cheveux gras et je n'arrive pas... Et puis elle dira non, c'est pas pour ça que tu vas pas. Pourquoi tu vas pas? Mais ça va pas. Et là, on donne la vraie raison et on sait qu'on peut faire confiance. Et il y a cette espèce d'immensité d'amour
quand on est dans des rapports avec l'autre sexe, c'est quand même, on est toujours dans une espèce de pouvoir, de puissance, de décodage. Si je dis ça, si je fais ça, c'est toujours compliqué. Avec quelqu'un, avec une amie fille, je trouve que c'est plus simple, moi, beaucoup plus simple. Mais Eugène était très en avance sur son temps, oui, parce qu'elle faisait aucune différence de sexe, par exemple. Parce que quand je suis partie avec elle, je ne la connaissais absolument pas, et on s'est réveillé, et un jour, je me suis réveillée, on avait trouvé un hôtel, évidemment, elle connaissait évidemment le propriétaire, on ne payait pas la chambre et tout ça, et j'ai vu sortir une fille de sa chambre, et c'était le matin, et j'ai dit, ah. Alors moi, à l'époque, c'était... Je dis, mais tu dors avec des filles? Elle me dit, et alors, où est le problème? C'est un être humain. Je dis, non, mais absolument. Mais vous voyez, elle était très, très en avance sur tout ça. Elle ne voyait pas le sexe, les couleurs, elle ne voyait même pas l'argent. L'argent était un outil, parce qu'il y a ça aussi. Oui. Il y a aussi l'argent était un outil pour voyager, pour rencontrer des gens. On n'a jamais on s'est jamais engueulé pour une histoire d'argent, quoi. Ouais. L'argent qui était glissé dans les chaussettes. On était dans les chaussettes péruviennes. Ouais, ça, c'est une anecdote assez marrante. Et justement, dans les anecdotes que vous aviez et que Eugène avait, du coup, c'était là, il y a les deux dans le livre. Oui, parce que du coup, je me suis dit, ah, mais c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à la ferme de Pépé, là, parce qu'on a échoué dans une ferme. Ah, moi, j'ai compris après coup, parce qu'elle ne me disait pas tout, hein, aussi. Elle avait son jardin secret. Oui, elle avait son jardin secret. Mais comme après, on a encore vécu beaucoup de choses ensemble, parce qu'on s'est retrouvés aussi par hasard à New York, chez Bloomingdale's, au rez-de-chaussée. J'ai dit, Eugène, et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Je vais toi. Mais donc après, on a fait tout un road trip comme ça à travers l'Amérique. Alors là, on avait pris une voiture. Aux États-Unis, on peut louer des voitures quand les gens déménagent la côte est à la côte ouest, ou côte ouest à la côte est, et ils ont plusieurs voitures, eux, et donc ils partent avec une voiture et l'autre, ils la laissent à une agence et nous, on convoie la voiture et on ne paie pas de location de voiture. Donc on avait une magnifique américaine. On payait que l'essence. Et là aussi, nous est arrivé des tonnes d'histoires. Mais Eugène et moi, tome 2. Tome 2, ouais. Il y aurait des histoires à raconter. Ah, il va falloir dessiner. Ouais. Avec plaisir. Et est-ce qu'il y a des souvenirs que vous avez évoqués et qui ne sont pas dans le roman, qui ne sont pas dans le livre? Des choses que vous avez gardées pour vous? Ce qu'on a fait, on a raconté vraiment, on est parti de ce voyage au Mexique parce que pour moi, ça a été pour le coup, un voyage initiatique. Mais moi, j'ai rencontré plusieurs personnes comme ça dans ma vie, mais comme notre rencontre, en fait, qui vous apporte un autre monde. Et c'est formidable, vous n'êtes même pas obligé de prendre un billet d'avion pour voyager. Parce que c'est vrai, parce qu'à partir du moment, par exemple, nous, on s'est rencontrés, on a échangé des livres, des idées, des envies. Donc, pour ce livre-là, moi, je voulais parler du Mexique et puis je voulais parler de ce que cette fille avait bougé à l'intérieur de moi et ce que j'avais appris avec elle, quoi. Quand je suis revenue du Mexique, j'étais plus la même. Elle m'avait donné une espèce de force, de courage d'être moi-même. Et donc on s'est vraiment centré là-dessus. Puis après, on a fait des... Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu... à un moment, on voulait faire la suite, parce que les États-Unis, ça avait été aussi... aussi. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'avais une question sur les projets futurs. Du coup, on a un petit aperçu. Peut-être. Qui sait. J'aimerais bien retravailler avec toi, c'est vrai. J'ai adoré travailler avec Anne. Alors, l'autre gros problème, s'il faut quand même en parler, quand on travaille avec quelqu'un, l'autre gros problème, et j'ai absolument pas eu ça avec toi, mais pas une seconde, c'est l'ego. Je me disais, mais quel a été le problème, mais inexistant du coup. Non, mais avec toi, on n'a pas eu, zéro problème d'ego, mais rien, quoi. Que de la sororité, quoi. Oui, non, mais c'est vrai. En même temps, je veux dire, c'est tellement passionnant, c'est un cadeau de la vie. Oui, mais quand même, il y a des gens, vous travaillez avec eux, et vous dites, vous êtes obligé de dire que non, c'est pas ça. Non, c'est pas comme ça. Tout. Comme ça, c'est pas comme ça, il est très bien mon dessin. Non, c'est pas mon style. Non, mais oui, ça c'est un gros problème. Moi, j'ai fait des scénarios avec des gens pour le cinéma, j'ai fait des scénarios pour une série. Il faut être très très proche, quoi. Il faut être
Parce que ça, c'est un problème. Il faut être dans la tête l'une de l'autre ou l'un de l'autre. Oui, non, il faut pas Non, avoir puis d'énormes égos, moi, en je fait, crois. je prenais toutes les réflexions de Catherine ou les encouragements ou enfin, comme une façon de se perfectionner, d'avancer. Oui, mais c'est assez unique, hein, ça. Toi, tu es assez rare hein, pour ça. Bah écoute, Mm. merci. C'est Non, mais peut-être c'est toi vrai. aussi qui crée Mais un je sais environnement pas, juste mais d'ébullition, de travail. Voilà, il ne faut pas avoir de rapport de force quand on travaille. Ouais. Faut pas se dire, moi, je sais mieux que toi. Pourquoi? Ah bah là, ça risquait pas. Mais il y c'est vrai que avait très, une forme très gros. d'admiration. Mais oui, aussi. parce que bah, moi, complètement, ouais. sinon, Bien je n'aurais sûr. pas précédé ça. Mm. Mais c'est vrai, ça c'est un écueil. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des gens, surtout pour tout ce qui est cinéma et scénario, parce que c'est plus facile pour les dialogues, par exemple. Pour les dialogues, c'est bien plus facile, parce qu'on Bien rebondit. sûr. Et j'ai travaillé aux États-Unis et en France. J'ai travaillé dans les deux pays. Alors, aux États-Unis, c'est absolument génial, c'est que vous pouvez dire, ah non, c'est de la merde, non, c'est trop mauvais. Et les gens disent, moi, je trouve autre chose. En France, avec un scénariste français, vous dites, je voudrais passer de la merde. Je ne suis pas sûre que, éventuellement. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon ton, tu vois, je ne l'entends pas. Bon, ça, tu ne l'entends pas dans l'oreille, je suis sourde. Non, mais... Bah, de toute façon, il faut être honnête parce que sinon on n'avance pas. Le Ouais, but, c'est c'est quand ça, même non, de mais c'est proposer vrai, hein, un c'est objet vrai. artistique le plus réussi possible. Donc, C'est vrai, et ça c'est pas évident à trouver. C'est vrai que c'est pas évident à trouver. Hein. bah, en tout cas, pour moi, c'était un rêve et j'ai énormément appris. Enfin, Catherine, c'était un peu mon Eugène. Oh oui, c'est vrai. C'est beau, on assiste à une amitié directe, incroyable. Oui, là, là. Anne vous avait dit honnêteté. Du coup, j'ai une question. Oui. D'ailleurs, je pose Oui. beaucoup de questions, mais sachez que je ne vous l'ai pas dit au début, toutes les questions qui arrivent dans le chat, évidemment, on les garde et on pourra les poser à la fin. Vous aurez du temps pour poser toutes vos questions. Voilà, environ 15 minutes, disons. Donc, pas non plus toutes vos questions. Je m'en garde beaucoup. Honnêteté. Et tout à l'heure, on en parlait aussi. Eugène ne dit pas tout. Non. Eugène a des secrets, des gros et lourds secrets Ouais. d'ailleurs. Comment ça fonctionne une amitié avec des secrets? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'être dans vraiment une honnêteté Non. la plus totale? Ah, je crois pas du tout. Je crois que non. Moi, ça m'a pas dérangé du tout. En plus, elle m'a pas mise en danger dans cette histoire. Elle m'a protégée. C'est-à-dire que c'est elle qui est partie à un moment. Elle est partie toute seule. Bon, elle m'a un peu plantée là, mais j'étais dans une ferme avec des Oui, choyer. C'était très gentil, les apprendre à gens, ceux qui en éplucher étaient. les J'ai appris plein de choses. Mais non, elle n'a jamais profité de moi et elle m'a jamais utilisée. Et ça, c'est respect. Voilà, il faut qu'il y ait du respect. Moi, je pense, même je pense dans un couple, il ne faut pas tout se dire. Bien sûr. Puis c'est pas de la malhonnêteté en fait, c'est de l'intimité. On n'est pas une seule personne, on est plein de personnes. Puis, je veux dire, non, moi, ça, je respecte tout à fait. Il y a plein de choses que je demande absolument pas aux gens parce que je pense qu'ils ont besoin de ça pour exister. Ils ont besoin d'avoir plusieurs vies, ou des opacités. Parce que ça c'est un truc qui m'énervait beaucoup quand je vivais aux États-Unis, c'est que les gens, ils se disent tout, ils sont dans une espèce d'exigence. Il faut tout dire, quoi. Il faut dire tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on est. Et non, il faut garder plein de secrets, de mystères, ne serait-ce que pour entretenir le désir. Donc même dans l'amitié, parce que ça on même dans l'entend l'amitié. beaucoup dans les relations de couple. Mais moi je pense même, moi je sais que Jeanne, je ne sais pas tout d'elle. Hein. Encore maintenant, je pense que c'est imprévisible. Et je pense qu'elle-même ne sait pas tout d'elle, vous voyez. Elle est toujours en train de... Et c'est ça, moi, c'est pour ça que j'aime tellement la vie, c'est qu'on apprend toujours sur soi. Il ne faut jamais se dire, ça y est, c'est arrivé, quoi. Non. Pourquoi j'ai dit ça hier? Pourquoi j'ai fait ça? J'étais nulle. Pourquoi je suis nulle? Je suis nulle, pourquoi? Vous voyez, puis vous rembobinez et vous dites, pourquoi j'ai fait quoi? Et c'est comme ça que finalement, vous êtes de moins en moins nul. Et c'est pas tellement d'être de moins en moins nul, mais vous êtes de plus en plus vous-même. Et votre petite boule intérieure devient une grosse boule. Et puis, à la fin, tout ça roule, vous voyez. Parce que s'il faut toujours être... c'est fatigant d'être transparent. Vous voyez. Puis en fait, c'est impossible. C'est pas possible. Non, il ne faut pas mettre l'autre en danger, je pense. Et il faut qu'il y ait du respect, même toutes les relations, c'est ça. Donc un respect d'un jardin secret, même dans l'amitié. Parce qu'on a un peu l'impression que dans ce roman, la jeune Catherine a envie de savoir, a besoin de se nourrir. J'étais intriguée, de forcément. Oui, mais je me suis bien nourrie d'elle, quand même. Puis on avait une même passion toutes les deux, c'était les bouquins. On était toutes les deux, on était partis avec des livres. Et un peu les hommes.
Oui, et en plus, moi, je tombais amoureuse tout le temps. C'est vrai qu'on a un beau cœur d'artichaut. Mais tout le temps. Elle était catastrophée, Eugène. C'est pas possible. Mais oui, parce que je pense aussi que... Enfin, moi, j'étais très jeune et je pense que... on a besoin que quelqu'un vous regarde, fasse fusion avec vous et vous dise qui vous êtes. Je pense qu'il y a vraiment un âge où on est comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a tellement de coups de foudre quand on a 20 ans. Oh, tu m'aimes, mais comment ça se fait que tu m'aimes? Incroyable. Dis-moi que je suis belle, intelligente. Raconte-moi. Raconte-moi comme je suis bien, parce que ça va me faire du bien, parce que je ne sais absolument pas qui je suis. C'est ça. Puis c'est les amours de vacances qui aident aussi à mettre un éloignement avec l'amour dangereux qui attendait à Paris. Ah oui, ça c'était un autre problème. Ouais, ça c'était un gros problème. Ouais. Puis il intervient beaucoup au fil des souvenirs aussi dans le livre. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des replongées. C'était compliqué parce que honnêtement, enfin, après quand je dis ça, quand j'ai écrit Eugène, mon éditrice était très féministe. Et donc quand je parlais de l'homme qui... Par exemple, je me rappelle plus comment je l'appelle, l'homme qui était méchant. L'homme qui me faisait pleurer. Oui, l'homme qui disait qu'il m'aimait mais qui me faisait pleurer. L'homme qui disait qu'il m'aimait, ce qui est vrai, et qui me faisait pleurer. Alors, moi, je disais oui, mais il m'aimait. Et elle me disait, bon, enfin, il te faisait pleurer, quoi, c'est un scandale. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça l'amour. Et je disais, non, mais quand même, et c'est vrai qu'il m'a apporté beaucoup de choses, cet homme, quand même. Vous voyez, il m'a justement, parce que moi, je pense que le gros problème quand on a 20 ans, c'est l'identité. Qui suis-je? Et à partir de là, une fois que vous avez... Mon premier livre, moi d'abord, se terminait par la phrase « Be you », qui était une faute dans l'anglais, mais je m'en foutais. « Soyez vous-même ». Tu vois, mais qui? Qui suis-je? Et quand je raconte comment j'ai appris à écrire, avec Juliette Boiriveau, elle me disait toujours « Catherine, écrivez comme vous êtes ». Mais moi, je la regardais, je disais « Mais je suis comment ?» Dites-moi comment je suis. Voilà. Et c'est ça le gros problème, je pense. C'est pour ça qu'on tombe amoureuse de gens qui vous regardent et qui vous disent qui vous êtes. Et cet homme, quand même, il m'a dit, tu es formidable, il m'a beaucoup aidé au départ. Il m'a dit, quand quelqu'un te tutoie, tu le tutoies. Quand quelqu'un te met la main au cul, tu lui mets la main au cul. Enfin, et je me suis dit, ah bon, je peux faire ça? J'ai appris des choses. Et moi, quand j'apprends des choses avec quelqu'un, je suis très reconnaissante. Mais il a envoyé des briques dans les PME. Voilà, après il était un peu gangster. Enfin bon. Ouais. C'est très joli. Oui, voilà. Si vous avez besoin de savoir qui vous êtes aussi, un bon roman initiatique, ça fait du bien. Alors là, j'attrape une question. Est-ce que Catherine a fait lire le livre à Eugène? Oui, je lui ai fait lire le livre, avant la publication. Oui, parce que c'était son histoire à elle aussi, quand même. Oui. Parce que c'était un récit que vous avez fait ensemble. Mais... Non, on n'a pas fait le récit ensemble. On s'est souvenus ensemble. Et moi, après, j'ai écrit. Mais c'était quand même sa vie aussi. On avait vécu ça ensemble. Donc non, j'ai fait lire avant. Et qu'est-ce qu'elle a dit alors? Elle adorait. Elle m'a été hyper contente, elle. Ouais. Ça lui a fait un album de souvenirs. Ben oui, c'est ça, ça lui a fait un album. Avec des dessins. Elle adorait les dessins. Ouais, j'étais très 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 fière que Eugène, parce que ça aussi c'était quand même l'angoisse, il fallait que les dessins plaisent à Catherine, mais surtout à Eugène aussi. Et heureusement, ouf. Avec un tempérament pareil. Bah oui. Ah non, mais c'est vrai en plus. C'est sûr. Elle aurait pu lui casser une poutre sur la tête. Oui. Et elle aurait eu raison. Après tout, si les dessins n'allaient pas, ils n'allaient pas. Mais heureusement, pas de poutre. Eugène était satisfaite. Ouais. Peut-être qu'on peut regarder les autres questions et puis prendre le temps d'y répondre ensemble. Ah oui, comment on sait ce qu'il faut dire ou ne pas dire dans une amitié? Demande Léa. Est-ce qu'il y a des choses à dire et à ne pas dire en fait? Je pense que quand on est très très amis, dans le fond, on sait... Enfin, je pense qu'on est très très amis, on se dit tout. Je pense que c'est la marque des vrais amis. C'est ça l'amitié, de ne pas tout se dire. Même des trucs horribles. On protège l'autre, mais on le met aussi face à lui-même et parfois ça pique un peu, quoi. Une expérience à partager. Non, mais même Eugène, qui n'est pas toujours tendre, objectivement, qui parfois même peut être un peu dure, mais elle est très sincère et elle était toujours dans le souci de te rapprocher de toi-même. Donc, non. Enfin, moi, je pense qu'on peut tous dire, mais il faut vraiment que ce soit une vraie amitié, quoi. Il y a Pavézé qui dit une phrase formidable que je ne vais pas citer parce que je n'arrive pas à citer exactement, mais il dit il ne faut pas que d'avouer ta faiblesse soit une force pour l'autre un jour pour te démolir, quoi. Vous voyez, si vous faites des aveux à quelqu'un, vous lui dites, vous lui avouez un truc qui est très très personnel et qui
et qui est très blessant pour vous. Et après, il s'en sert pour vous détruire, vous enfoncer ou vous discréditer. Voilà, il ne faut pas que quelqu'un se serve de votre faiblesse, parce qu'on a tous des moments de faiblesse, hein, on a tous des moments où ça ne va pas. Mais comment on reconnaît une vraie amitié? C'est quoi une vraie amitié? J'ai l'impression que c'est une source d'amour infinie, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est quelqu'un en qui on a complètement confiance, c'est la famille qu'on se choisit. Oui, c'est ça, c'est la famille qu'on se choisit. C'est quand même un moteur, une puissance folle, on sait qu'on peut appeler à n'importe quel jour, même si on ne s'est pas vu depuis 3 mois, on sera entendu, on sera écouté. Et inversement, c'est parce que Jeanne, moi, je l'ai pas, parce qu'elle voyageait, elle continue à voyager tout le temps. Je la vois pas tout le temps. Alors quand on se voit, on prend un bon moment et on se voit. Mais à chaque fois, on est raccord. Hein, on se dit, on n'a pas besoin de faire rembobiner le film très très loin. On sait qui on est. Voilà, on est. Après l'avoir découvert ensemble. Et je pense qu'une amitié, c'est quelqu'un. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui vous fait grandir. Oui, complètement. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui plante des fleurs et ça pousse. Vous voyez et ça, je trouve que c'est hyper important. On peut pas devenir... Enfin, moi, je sais que je ne serais pas devenue la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait des rencontres clés dans ma vie. Mais j'aurais été très, très différente. Ah, ben c'est sûr, de toute façon... On ne peut pas faire tout seul. Donc impossible. là, c'est là où l'amitié arrive, ou même la solidarité. Moi, je sais que j'ai été très aidée par une femme journaliste qui m'a vue débarquer à Paris Match à 20 ans, qui s'est dit elle va se faire manger toute crue. Juliette Boiriveau, et qui non seulement a fait ça, puis après elle m'a embarquée, elle m'a appris à écrire. Elle a été très dure avec moi, parce qu'elle était, je veux dire, elle me disait c'est nul, c'est à chier, recommencer. Elle était exigeante. Le rouge sur la feuille. Parce que c'est vrai, c'est très précieux, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a tous vos débuts de journaliste aussi dans le roman, ça c'est... Oui, et puis de journaliste et d'écrivain, parce que quand j'ai quitté Match, parce que vraiment c'est vrai que c'était un monde de macho, pour le coup, là, les filles avaient très peu de chances de percer, donc elle m'a dit je vous embarque avec moi, elle partait faire Cosmopolitan, donc j'étais à Cosmopolitan pendant 2-3 ans. Et là, elle a vu que je lisais énormément, que j'aimais les mots et tout, et elle m'a appris à écrire. C'est là où les fameuses règles d'écriture que j'ai retrouvées 5 ans après à New York, à Columbia, dans mes fameux cours. Mais c'était les cours de Juliette, hein, c'était pareil. Et donc, elle m'a vraiment, elle corrigeait. En plus, elle faisait ça devant tout le monde, vous voyez. Donc, c'est terrible de se faire traiter de nul à chier devant tout le monde, quoi. Donc, c'était comme ça. Et n'empêche qu'au bout d'1 an, j'ai reçu un coup de fil d'un éditeur qui m'a dit écrivez-moi un roman. Et ça, c'est merci Juliette, vous voyez. Et la générosité qu'elle a eue, parce que c'est compliqué d'apprendre à quelqu'un à écrire. C'est vraiment. Alors, elle a vu que le terrain était fertile, mais quand même, et ça, c'est Juliette qui l'a fait. À Match, ils m'ont appris à faire des enquêtes, des reportages, à rentrer par la cheminée quand on m'avait foutu à la porte. Vous voyez, ils m'ont appris des choses comme ça, mais l'écriture, vraiment, je l'ai apprise avec Juliette d'abord, et après, quand j'étais à New York, à l'université, parce que je me suis dit, comment je vais faire pour écrire le 2e livre, quoi. C'est ça le gros problème aussi, c'est le premier. Marrant, le deuxième. C'est marrant, et le 2e, on se dit, oula, comment je vais faire? Puis Juliette, elle vous a envoyé à Saint-Tropez aussi. Et Juliette m'a envoyé à Saint-Tropez. Oui, Juliette. Qui est la deuxième partie du livre. La deuxième partie du livre. Et en me faisant énormément confiance, c'était incroyable, parce que j'étais tellement jeune. On me louait une voiture, une chambre d'hôtel, et on me disait, vas-y, raconte-nous les dessous de Saint-Tropez. Ça n'existe plus, ça, maintenant. Ça existe plus. Non, mais c'est dommage. Et j'ai passé 15 jours, quoi, ce qui était énorme. Je partais 15 jours en reportage à Saint-Tropez. À faire la fête tous les soirs. Je pouvais partir 15 jours, quand j'ai traversé l'Amérique avec Eugène en voiture, on a passé un mois et demi. Mais c'était aux frais du journal, hein. C'était incroyable. C'est pour ça que cette époque était bien. Oui. Il y avait des bons côtés. Parce qu'il y avait vraiment l'argent coulait à flot, quoi. Et tout était possible. Alors tout était dangereux, mais tout était possible. Alors qu'aujourd'hui tout est dangereux. Mais rien n'est possible. Mais d'ailleurs c'est écrit sans risque, la vie est trop triste. Ouais. Ça c'était Eugène. C'est joli comme mantra. Ouais. Je vais regarder la suite des questions. Josiane nous demande comment préserver une amitié. Josiane Edith, comment préserver une amitié? Moi, il ne faut pas faire à l'autre ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse à soi. Oui. Ça, c'est...
Mais donc on reste pas forcément en contact H24, on peut se retrouver des mois après. On peut... Non, moi je trouve le respect, mais pour tout, hein, il faut jamais faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse à vous-même. Moi c'est ce que je dis toujours, je dis mais est-ce que tu aurais été content si on t'avait fait ça? Non, eh ben pourquoi tu me l'as fait? Ouais, c'est ça, et l'amitié c'est ça, c'est le respect quand même. Et Anne, parce que vous êtes quand même déracinée, vous avez suivi l'amour. Alors, je suis revenue maintenant. Ouf. Mais du coup, entretenir le contact, le lien, on peut ne pas se voir ni se parler pendant des semaines, mais c'est sûr que c'est important de prendre du temps pour vérifier comment l'autre va, parce que voilà, on se dit pas forcément toujours quand ça va pas, donc vérifier que l'ami se porte bien. Si les cheveux sont pas trop gras. Exactement, tout à fait. Non, mais surtout, oui. Et puis pas se servir de l'autre comme une poubelle. Vous voyez, il y a des gens aussi pour qui l'amitié, c'est de tout raconter, c'est de déverser dans l'autre. Ça, c'est très, très fatigant aussi. Ouais. Il faut aussi donner à l'autre, finalement. Oui, il faut donner. Complètement. C'est un échange, un partage, en fait. Et faut un petit peu comme en amour aussi, il faut se surprendre parfois, se faire des petites déclarations de temps en temps, ça fait toujours plaisir. Ça, c'est une belle déclaration aussi. Oui. Elle était contente d'ailleurs, Eugène. Elle était émue parce qu'elle voyait le livre partout. Elle n'en revenait pas, quoi. C'était un truc nouveau. Puis il y a son prénom, en gros. Oui. Elle est éclatante. Hein. C'est une personnalité tellement flamboyante. Est-ce que vous l'avez rencontrée? Et je l'ai rencontrée via les souvenirs de Catherine. D'accord. Donc pas en tant que personne. Elle s'était déjà échappée ailleurs. Alors, que fait Eugène maintenant? Cette personne intéresse beaucoup. Alors, le livre, que pense-t-elle du livre? Elle adorait le livre. Et qu'est-ce qu'elle fait? Là, la dernière fois que je lui ai parlé, elle travaille, parce qu'elle fait toujours des trucs incroyables. Alors elle a acheté une maison. Une immense maison, mais alors qui est dans un état, genre un immense hangar au bord de la mer. Et là, elle est dans elle reconstruit tout, là. Elle reconstruit absolument tout. Mais c'est face à la mer et c'est une espèce d'usine abandonnée. Donc, elle a tout à refaire. C'est incroyable. Elle adore ça. Mais elle va beaucoup en Chine. Elle a fait un reportage absolument génial. Par exemple, alors ça, c'est aussi Eugène, elle a fait un reportage, elle a vécu 1 mois avec les SDF de Los Angeles. Où personne ne va jamais. Hein. Je ne sais vraiment pas comment. C'est sous les grandes autoroutes. C'est sous les grandes autoroutes, c'est des campements. Enfin, maintenant on a la même chose à Paris. Hein. Mais là c'est très très dangereux parce que c'est que des gens qui sont sur les drogues, leur tout. Hein, et je ne sais pas comment elle a fait. Elle a dû s'habiller en guenille et elle a fait un livre magnifique de photos parce qu'elle fait beaucoup de photos aussi. Mais qu'elle a publié aux États-Unis, pas en France. D'accord. Incroyable. Elle a fait ça. Elle travaille beaucoup en Chine aussi. Elle est passionnée par ce qui se passe en Chine. Elle dit que c'est faut dire que c'est un continent, quoi, la Chine. Elle continue à voyager. Alors là, elle va un peu se sédentariser parce que la maison, le hangar qu'elle va faire un truc sublime. Elle a un goût. Déjà à l'époque, elle avait une allure incroyable. Elle avait ce style. Non, mais moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Je me suis toujours sentie, c'est bizarre, parce que je me sentais toujours la groupie. Vous voyez, c'est drôle. Je me suis dit, elle est vachement bien. Même encore aujourd'hui. Mais même encore aujourd'hui, parce qu'elle fait des trucs que je n'oserais pas faire. Moi, je n'irais pas me balader à Los Angeles. J'aurais peur, quoi. Elle n'a pas peur. Et du coup, elle se fait très peur merder, quoi. Du moins, elle montre qu'elle n'a pas peur. Oui, elle montre qu'elle n'a pas peur. Parce que je pense qu'elle a... Alors là, je ne vais pas en parler, mais elle a quand même des blessures à l'intérieur qui sont graves, qui lui ont donné d'ailleurs cette force de se dire je vais quand même vivre. Parce qu'il y a ça aussi. Hein, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est les moments où on vit des trucs très, très douloureux. Il faut se dire ça va me servir plus tard. On ne sait pas quand. Et Eugène, c'est vraiment ça. Maintenant, au bout d'un moment, je connais son histoire. Elle a vécu des choses tellement douloureuses qu'elle a décidé qu'il y a un côté un peu plus jamais, quoi. On ne fera plus jamais ça. On ne touchera plus jamais. Il y a le côté plus jamais, quoi. Et ça donne une grande force, ça. Et ce qu'il faut se dire, du reste, quand ça ne va pas, c'est se dire, OK, ça ne va pas en ce moment, mais il y a un moment où ça va devenir une force. Tous ces trucs merdiques que je vis, ça va devenir une force.
Alors, c'est facile à dire hein, quand on est sorti, mais c'est ça aussi. Et du reste, c'est d'autant plus intéressant, ça fait des personnages comme Eugène, ça fait des gens qui sont à la fois très forts et très fragiles. Parce qu'elle n'est pas si costaud que ça, au fond, elle. Vous voyez, elle est pas... mais elle est costaud, mais elle a cette plus de richesse des gens qui ont été fêlés. On le découvre dans le livre sans en dire plus. Oui, c'est ce qu'on découvre à Saint-Tropez, quoi. Quand même, elle est... Et puis avant ça, même, on en sait un peu plus sur les blessures qu'elle a connues. Oui, c'était quand même... Ça a été OK de raconter ça dans le livre? Ça a été un moment c'est-à-dire difficile. Que... c'est un moment difficile que Eugène a vécu, voilà, dont on parle dans le livre. On ne va pas en dire plus parce que c'est le gros secret à découvrir. Mais ouais, ça n'a pas été trop difficile pour elle de savoir que ça... Mais de toute façon, toute cette histoire, ça l'a... Et moi aussi, d'ailleurs. Hein. Mais comme moi j'avais vécu ça plus légèrement, parce que toujours ce décalage, elle était déjà beaucoup plus grave. Elle était plus... Elle parlait pas tellement, d'ailleurs. Mais non, pour elle, ça a dû être difficile, je suis sûre. Mais elle ne montre pas, mais je sais, quoi. Ça, l'amitié. Oui, c'est alors ça, c'est très intéressant. Donc Michel nous demande, auriez-vous pu inventer cette histoire si vous ne l'aviez pas vécue? Alors moi, de manière générale, j'utilise pas ma vie, enfin par exemple, j'utilise pas du tout mes proches, moi, dans mes... Et Dieu sait qu'il s'est passé des choses. Il y a des moments où je dis, oh, je vais pas pouvoir l'utiliser, ça. Parce que d'abord, il y a un truc qui est très drôle, quand vous construisez un personnage, ce qui est formidable, moi c'est ce que je préfère, hein, je préfère construire des personnages. Parce que vous avez une vague idée, et puis alors vous la creusez, donc qu'est-ce qu'elle fait, où elle habite, est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a des enfants, est-ce qu'il est alcoolique, voilà. Donc on construit les personnages. Et le fait d'inventer des gens, ils se mettent à exister vraiment. Tandis que si je prends quelqu'un que je connais, je sais déjà tout, quoi. Je peux pas mettre d'imagination dans... Alors, il y a des gens qui sont des personnages de roman. Genre Eugène. Donc Eugène, elle est devenue un personnage de roman parce que elle était déjà toute faite, elle. Mais moi, je préfère... par exemple, là, je suis en train d'écrire un roman. Et par exemple, j'ai 2 enfants dont je suis raide dingue. C'est pas moi, les enfants. Hein. C'est moi, je les regarde et je les entends parler et tout. Je me dis, mais ils sont géniaux, ceux-là. Et en plus, ça me donne la possibilité d'avoir un regard d'enfant sur un monde d'adulte. Du coup, mon monde d'adulte, qui est quand même un monde d'adultes que je décris, et j'ai planté les adultes, mais ils sont éclairés par les enfants. Et donc, j'aime mieux, moi, pas utiliser des choses que j'ai vécues, sauf avec Eugène, et puis le premier livre qui est toujours autobiographique. Ça, c'est pratiquement obligé, parce qu'on ne sait pas quoi dire. Alors, sauf si vous êtes, je ne sais pas moi... Avec une imagination débordante. Oui, je sais pas, mais même, regardez, Autant n'emporte le vent, elle a raconté son histoire. Salinger, l'attrape-cœur, il raconte son histoire. C'est peut-être le premier pas pour après s'autoriser. Et un jour, j'avais parlé avec Alain Souchon et il me disait les premières chansons sont toujours autobiographiques. Ouais. Mais c'est vrai. Parce qu'on va chercher des choses qu'on connaît en soi. Puis après, on est capable de créer des personnages. Et après, on apprend à créer des personnages. Et oui. Tout ça, ça s'apprend. Alors, est-ce que la première grande amitié n'est pas avec soi-même? Ça, c'est bien vrai, Josiane. Est-ce que c'est pas plutôt la dernière? Ça prend du temps, en tout cas, d'être amie avec soi-même. On a des amis avant. Exactement, donc c'est la dernière. Mais c'est vrai que c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux. L'amitié avec soi-même? Ouais. Qui est ami avec soi-même ici? On y travaille. Je voulais dire, on travaille. On travaille, oui. Mais c'est formidable, ça, par exemple. Et les vrais amis nous aident à être amis avec nous-mêmes. Ouais. On se nourrit et après, on réussit Mais je crois surtout, le truc qui est très... Enfin, moi, ce que j'ai pratiqué toute ma vie, c'est se prendre en flagrant délit. C'est-à-dire? Par exemple, vous faites un truc nul. Par exemple, vous avez une pensée mauvaise, vous dites... je sais pas... Mais vraiment une pensée merdique, quoi. Un truc... parce que vous êtes jalouse ou parce que... Je sais pas, un truc...
Alors, si vous vous dites, ben, j'ai raison de penser ça parce qu'elle est tarte, non, elle n'est pas tarte du tout, elle t'emmerde parce qu'elle est plus jolie ou plus douée. Alors, pourquoi tu es tellement inquiète au sujet de toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi? Alors, et là, on se dépiote, on se dit, mais c'est pourquoi tu te compares à elle? Alors, si tu te compares, tu vas toujours être malheureuse. Ben oui, si je me compare, c'est vrai, si on se compare, on est toujours malheureux. Alors vous vous dites, bah oui, je suis nulle d'avoir dit ça. Et le fait de vous dire, je suis nulle d'avoir dit ça, bah vous allez moins le dire après. Vous ne le referez plus. Et c'est ce que j'appelle se prendre en flagrant délit. J'aime bien. C'est très utile. Un lapin dans les phares, dans ses propres phares. Voilà, exactement. C'est ça, c'est se dire, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi Moi, quand j'étais jeune, j'étais tellement insécure que j'étais angoissée, j'étais jalouse, je me comparais, je me trouvais toujours... Alors, je me comparais toujours en mal, hein. Oui. C'est le principe. Et donc, ça me rendait malheureuse et je pense que et j'ai commencé à me dire, mais pourquoi tu te compares? Se comparer, c'est un truc qu'il ne faut jamais faire. Il faut se cultiver, s'inspirer, prendre des choses aux gens parce qu'on apprend, et puis faire son propre petit commerce intérieur, vous voyez, mais pas se comparer. Est-ce qu'on a beaucoup de questions et combien de temps il nous reste en régie? Il nous reste 5 minutes, d'accord, on va lire les questions alors. Bon, alors Nelly, c'est très gentil. Merci pour cette conversation. C'est beau l'amitié. C'est beau de lire ça aussi. Alors, j'ai le sentiment qu'une trahison amicale est 3 fois plus dure à encaisser qu'une trahison amoureuse. Moi, je trouve aussi. J'ai eu la chance de jamais expérimenter la trahison amicale, mais moi aussi, j'ai jamais expérimenté, mais j'imagine, parce que j'imagine la peur de. Oui. Ouais. C'est marrant, l'illustratrice qui déjà imagine toujours. Ouais, donc c'est pire. Mais on sent aussi que l'amitié, peut-être, il y a quelque chose qui perdure, alors que parfois l'amour, ça vient. L'amitié, c'est un socle tellement important. Bon, je ne le souhaite à personne. Alors, savoir dire ce qui fâche, ce n'est pas forcément agréable, mais tout en bienveillance, c'est l'amitié. Oui, c'est exactement ça. Alors, Chantal, une vraie amitié, c'est tout se dire peut-être, mais toujours dans le respect et la bienveillance pour moi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est très bien. Il y a des personnes qui ont déjà très envie de lire le livre. Franchement, allez-y, vraiment. Moi, je l'ai gobé, je n'ai pas pu le lâcher parce qu'on a envie de savoir. Et puis alors, en plus, il y a quelque chose qui est très joli, c'est que tout est écrit en allitération et en assonance. C'est-à-dire, on a l'impression de lire de la poésie, un peu. Voilà, c'est très rythmé. C'est un peu une samba littéraire. Oui, mais ça allait avec le Mexique. Et les dessins. Les dessins, ça fait du bien aussi. C'est vrai qu'on peut se dire, voilà, dans un livre, on n'a pas l'habitude. Et franchement, ça fait du bien. Ça rafraîchit, en fait. C'est ça. Ça fait du bien. Oh là là. Ça aussi, hein. C'est lequel? C'est les morceaux. Voilà. Ça, c'est le secret. Je vous montre. Vous ne voyez plus. Voilà. Il faudra lire le livre. Alors, les coups de foudre amicaux, c'est vrai. Comme il y a des coups de foudre amoureux. C'est très, très vrai. Ouais, ça, c'est un des gens qu'on rencontre et on a envie de les suivre tout le temps. Moi, ça m'arrive. Est-ce que vous en avez connu, Anne, des coups de foudre amicaux? Ah bah oui. Et puis, encore une fois, rien que, par exemple, avec toi, Catherine, il y a des gens, parfois, il suffit de 5 minutes pour se reconnaître quelque part, comme si on est un peu de la... C'est ça, on se reconnaît comme de la même famille. Et il y a des déclarations ce soir. On croirait presque qu'on est encore le 14, dis donc. Non, mais c'est sûr que l'amitié, encore une fois, c'est un moteur tellement puissant, c'est fou quand ça nous tombe dessus. C'est du carburant pour faire démarrer des petites camionnettes et aller jusqu'au fin fond. Voilà. Il y a quelqu'un qui nous demande quel est votre passage préféré du livre. J'aimerais d'abord poser la question à Anne. Oui, parce que moi je suis quel est mon passage préféré du livre Sans spoiler. Alors, du coup, ça tombe bien, parce que j'allais dire peut-être presque le début, quand Eugène débarque, parce que tout de suite, on a envie de la suivre, comme Catherine. Et parce qu'en fait, c'est tout le début, et on sent les prémices de quelque chose de très fort,
et de profond et qui va chambouler ta vie et peut-être même celle des lecteurs au final, parce que Jeanne, elle donne des conseils très utiles à tout le monde, valables de tout temps. Et elle donne beaucoup de force aussi quand on lit le livre. Ah ouais. Ouais. Donc, puis après, c'est vrai que sans trop spoiler, on en a déjà parlé, quand tu arrives à Cosmo avec Juliette, en fait, c'est hyper émouvant aussi de voir ce personnage, enfin toi plus jeune, qui au tout début du roman est vraiment pétri d'angoisse et qui petit à petit s'affirme et se découvre la vocation, voilà, qui sera la tienne après. D'écrivain, c'est magique. Oui, parce que je raconte ça aussi, hein. Je raconte les débuts de l'écriture. Et vous, Catherine, votre passage préféré? Mais moi, c'est difficile parce que moi, j'aime tout, quoi. Mais c'est mes souvenirs, enfin. Oui, c'est ça. C'est une histoire que ça m'a tellement... C'était fou d'écrire ce truc-là, parce que c'est tellement... Puis je me disais, à chaque fois, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Mais même l'histoire du casino, tout est... Je me disais, mais on a vécu ça, quoi. Donc moi, je suis repartie en voyage, moi. Je suis repartie. Et puis il y a eu tous les moments qui sont vraiment où j'avais envie de pleurer, parce qu'il y a des moments qui sont pas... Quand je la retrouve à Saint-Tropez, c'était pas gai, quoi. Je me suis dit, oh là là là. Et là... Et il y a vraiment le dessin que tu as fait là, bon, on va pas raconter, mais quand tu m'as envoyé le dessin, j'avais les larmes aux yeux quand je te l'ai dit. Ça, c'est génial de travailler avec Anne parce qu'elle voilà, c'est ça aussi l'amitié quand on s'entend bien. Bon, là, on s'est pas eu depuis longtemps avec ce foutu confinement, on ne voit plus personne. Mais j'avais pas besoin d'expliquer. Elle lisait et elle me faisait des propositions, elle me disait, je peux faire ça, je fais une vignette, on fait une pleine page. Et parce que la scène là dont je parle, où vraiment ça a été un moment très douloureux pour Eugène et pour moi, quoi, parce qu'il lui arrivait un truc terrible à Saint-Tropez. Et donc moi j'étais témoin et là j'avais pris un peu de bouteille, donc j'avais déjà suivi les préceptes d'Eugène. J'avais déjà grandi et donc j'ai pu moi l'aider à ce moment-là. Là les rapports se sont inversés, c'est moi qui l'ai aidé. Mais le dessin que m'a envoyé Anne, je me dis, c'est pas possible, comment elle a pu rendre ça en émotion. Parce que c'est vrai que alors, il y a les gens que je trouve superficiels et légers qui disent, oh, ils sont sympas ces dessins, oh, c'est joli, il y a des couleurs, machin. Non, non, ils sont pas seulement sympathiques ces dessins, ils sont profonds. Vous voyez, c'est pas seulement des petits dessins pour rigoler. Il y a des dessins où on sent toute la tristesse du monde. C'est celui-là. Ouais. C'est les bras à la C'est celui-là, là. Mais on va pas le... Sans spoiler. Oui. Et c'est plus deux amies assises dans les toilettes d'un club. Bon. Ça peut réveiller des souvenirs chez pas mal d'entre eux. J'ai bien aimé dans ce passage, c'est qu'à un moment donné, vous dites c'était dégueulasse par terre, mais je me suis assise quand même. Ouais. Et ça, c'est vraiment... Si ça, c'est pas de l'amitié, s'asseoir, poser ses fesses sur le sol des toilettes d'un club. Elle se recroqueville sur la lunette des toilettes. Moi, par terre, je me dis, c'est sale, ça pue, ça colle. Et puis, je me dis plus rien, j'écoute. Voilà. L'amitié. C'est ça. Mais c'est ça. Non, mais c'est vrai. Est-ce qu'il nous reste encore du temps? Non, ça va être... Ok, on va prendre une... Alors juste, est-ce qu'il y aura d'autres ateliers d'écriture, Catherine, et d'autres partages comme celui-ci? Je reprendrai les ateliers d'écriture quand j'aurai fini le livre que je suis en train d'écrire. Je ne peux pas faire les deux à la fois. Mais je vous promets que je suis en train de penser à une formule. Parce que j'ai fait des ateliers d'écriture et où j'ai reçu 400-450 candidatures. Et j'ai tout lu. Ah oui. Ouais. Et ça m'a pris un temps incroyable et donc il faut que je trouve un autre moyen pour que les gens profitent des ateliers. Parce que moi j'ai repris toutes mes notes de New York. Hein. Puis de Juliette aussi. Et de Juliette. Non, c'est vrai. Ça coûte tellement cher de suivre ces cours. Moi je les ai suivis gratuitement parce que je connaissais quelqu'un à Columbia. Et il faut s'inscrire genre 5 ans à l'avance pour pouvoir... parce que c'est vrai qu'on a des profs absolument géniaux. Et donc moi j'ai eu la chance d'avoir accès à ces cours. Et donc, j'ai pris énormément de notes et ce que je fais, c'est que je répète ces cours maintenant à des gens qui ne peuvent pas aller à New York, qui ne peuvent pas... Et j'ai fait ça, j'en ai fait 3 ateliers, mais qui sont en ligne, tu restes sur mon compte Insta. Après, j'avais dit,
Alors, j'avais dégrossi le gros de l'écriture. Mais évidemment, après, ce qui aurait été sympa, c'est de travailler les dialogues, travailler comment on fait un personnage, travailler ce que j'appelle les hameçons, ce qui fait que les gens ne peuvent pas lâcher le livre. Ouais. Vous voyez, des trucs comme ça. Les cliffhangers. Les cliffhangers, exactement. Et puis bon, j'ai commencé à écrire et je ne peux pas faire deux choses à la fois. Bon, et j'ai vu une autre question sur est-ce qu'il va y avoir une autre collaboration et d'autres illustrations dans le prochain livre? Moi, honnêtement, j'adorerais. Le problème, c'est qu'il faut trouver un thème ou un angle. Ouais. Vous voyez là, les retrouvailles avec Eugène, pouf, ça a ouvert un... Il faut qu'on trouve un truc fort pour que ça... pour qu'elle fasse... Pourquoi elle a fait aussi les dessins qui ont tellement épousé le texte? C'est que l'histoire était forte. Oui, c'est sûr. Et donc, on était emportés toutes les deux, moi avec les mots, elle avec les dessins. Donc, mais moi, j'adorerais. C'est mon rêve, parce que c'est tellement bien passé. On a tellement ri. Et puis, ça allait bien. Parce qu'il y a des collaborations qui ne sont pas comme ça du tout. Qui ne sont pas toujours fructueuses. Je veux dire, non, il y a des trucs qui sont compliqués. Moi, j'ai fait des trucs, je me disais... les scénarios. Oui, justement, parce que les gens, ils arrivent avec leur gros ego et on ne peut rien dire et c'est pas bon. Et je ne dis pas que c'est pas bon et que moi je suis bonne, je dis juste, du coup, on fait un travail pas bien, quoi. Et on ne peut pas. Et si vous n'êtes pas, il faut vraiment être à l'écoute des gens et puis à l'écoute du texte. Moi, j'ai beaucoup appris aussi. Mes années aux États-Unis, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai appris plein de choses, quoi. Et ils ont ce côté quand même, j'apprends, ok, et ce fait que je m'améliore, c'est génial. Ah oui, t'as trop raison, c'est trop bien. Ils sont ouverts et ça rentre. Je trouve qu'en France, les choses sont beaucoup plus guindées, quoi. Les gens qui écrivent, c'est des... Sauf certaines personnes. Oui, parce que moi j'ai... C'est bon, on a pris les meilleurs. Non, mais c'est parce que je pense que j'ai aussi beaucoup vécu là-bas. Oui, ça m'a beaucoup... C'est vrai que j'étais... Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment, la culture française m'a manqué, la manière de vivre, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je ne supportais plus. Mais j'ai appris tellement de choses, quoi, tellement de choses. Bon, alors, sans parler de collaboration tout de suite... Mais si on a une idée, on l'a fait. De toute façon, on travaille vite en plus. Voilà, ça, c'est l'avantage, j'avoue que. Mais les prochains projets de vous deux, Anne, une BD moi, ma BD, elle a été publiée là, il y a quelques mois. Donc, je fais pas mal de dédicaces. Donc, c'est très chouette de rencontrer mes lecteurs et mes lectrices. Et puis, je termine un roman aussi que j'ai écrit pour m'amuser. Donc, je vais voir si il peut en amuser d'autres que moi. Voilà, on échange. Peut-être un prochain live. Avec plaisir. Moi, je travaille sur un roman. Alors, je suis repartie, à cause de mes deux enfants, là, les deux personnages qui sont arrivés, je suis repartie sur un truc un peu familial qui se passe à Bordeaux, dans l'univers du vin. Parce que c'est un monde... de trinquer à la sortie de ce roman. Et j'adore. Mais moi, c'est les personnages que j'aime. J'adore les personnages. Parce que quand vous faites bien un personnage, c'est lui qui vous emmène après. Donc c'est très excitant. C'est pas vous, c'est pas l'écrivain ne se met pas partout. L'écrivain, il faut qu'il ait la force de créer les personnages. Et s'il le fait bien, ça, c'est gagné, quoi. En tout cas, on a des très beaux personnages dans ce roman. Et ce soir aussi. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là. Je crois même qu'on a grappillé quelques minutes. Merci la régie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci tout le monde. C'était un bon moment d'amitié. Un plaisir. C'était très chouette. Donc je vais vous dire au revoir, vous souhaiter une très bonne soirée, vous dire merci encore parce que je le dirai jamais assez. Merci. Et puis très bientôt. Et bonne semaine. Merci.